L'art. Qu'est-ce que l'art? Et je pourrais vous donner 1001 définitions de ce mot, mais aucune d'elles ne serait suffisante, car l'art est très subjectif. La beauté de l'art elle-même est très subjective. L'art est culinaire, l'art est la guerre, l'art est le littéraire et l'art est la peinture. Certaines œuvres d'art, telles le Christ dans la tempête sur la mer de Galilée, peinte par Rembrandt, a disparu en 1990 en compagnie de 12 autres tableaux. Aujourd'hui, nous ne les avons toujours pas retrouvés, mais tous ces tableaux font preuve d'une telle beauté que la fascination, tout reste très fascinant. La vie elle-même est une œuvre d'art. Il n'y a pas de plus beau poème que de vivre pleinement, et d'échouer même est enviable pour avoir essayé. Ce sont les mots de Georges Clemenceau. Nous tous sommes le fruit de l'art, car la nature elle-même est l'art. Bien évidemment, on n'aurait pas notre mot à dire, on ne pourrait la juger objectivement. Mais le fait est que l'être humain ne pourrait se passer de l'art. L'art nous enseigne, l'art nous réconforte ou nous attriste. Les sentiments sont si variables et si nombreux qu'on ne saurait vivre sans. Le monde aujourd'hui, à mon grand regret, est très triste. Crise économique, écologique, sociale, guerre. Les artistes, au moins une grande partie, rendent ce monde un peu plus gai chaque jour, de par leurs tableaux, leurs écrits. Cependant, parfois, nous pouvons être extrêmement surpris par l'art. Henry Lee Lucas, un tueur en série, a été condamné pour 13 meurtres. Mais la réalité, c'est que nous ne savons pas exactement combien de personnes il a tuées. Lorsqu'il était en prison, M. Lucas a peint de nombreux tableaux. Et chacun d'entre eux a été exposé dans de nombreux musées par l'émotion qu'il dégageait, par le coup de pinceau qui était appliqué sur cette toile. Vous pourrez me dire, mais c'est affreux. Oui, je ne défendrai jamais un tueur en série. Mais l'art et les sentiments qui sont exercés par ces œuvres d'art fait que cet art plaît. Le sentiment qui s'en dégage, l'horreur, fait que cet art est bon. Dream a Little Dream of Me, chanté par Ella Fitzgerald et Louis Armstrong en 1950, a été originellement créé le 16 février 1931 par Ozzie Nelson. Me direz-vous, ces dates sont très lointaines par rapport à notre époque, mais encore aujourd'hui, elles continuent de faire vibrer, trembler. Elles continuent de faire la grandeur des États-Unis, même des années après. Pourquoi ? Parce que cet art plaît. Cette chanson plaît, elle rappelle des souvenirs, elle en invente des nouveaux. Léonard de Vinci disait que la peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir, et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir. La parole. Chaque mot compte. Chacun d'entre eux a une importance précise. L'art, s'il ne paie pas, ne serait-ce qu'à une seule personne sur le plus de 8 milliards de personnes sur cette terre, à quoi sert-il ? Car l'art, quel est le but de l'art ? Enseigner. Son but est de vous transporter. Il vous fera passer sous un pont et ensuite vous ramènera en Chine et puis vous ramènera tout au bout du monde et vous fera le tour de la galaxie et ensuite vous enveloppera telle une mère enveloppe son enfant et vous déposera tranquillement dans votre âme et vous apaisera. Et avec cela, en plus de cela, il vous apportera la connaissance et le savoir, l'esprit critique, l'ouverture d'esprit. On ne peut ne pas aimer certaines pièces de théâtre,
certaines œuvres, car l'art est très subjectif. Mais si une personne, une âme sur cette terre aime cette pièce de théâtre, cette œuvre, et bien, dans ce cas-là, cette œuvre, oui, est bonne. Parce qu'une pièce d'œuvre, une pièce d'art, si tout était bon, à quoi serviraient les musées? Dans ce cas, est-ce que je peux gribouiller sur ma feuille 5 minutes et, monsieur le juré, je vous laisserai cette feuille et je vous laisserai le plaisir d'appeler le directeur du Louvre pour accrocher ce dessin près de la Joconde? L'art nécessite un travail acharné. Il nécessite des expériences de vie. Mais si l'on n'a pas d'expérience de vie, si l'on ne travaille pas cet art, quel est le but? En ces temps difficiles, l'être humain a-t-il le droit de ne rien faire, de ne pas prendre en considération ce qui l'entoure? Parce que c'est ce qui se passe lorsque Picasso, Rembrandt, Kandinsky, lorsqu'ils peignent un tableau, ils veulent transmettre quelque chose, la beauté d'un paysage, de l'histoire. Avez-vous déjà vogué sur la mer pendant des heures durant, sans la possibilité de voir la terre? N'est-ce pas magnifique, non? Voir l'eau avancer toute seule, les goélands passer au-dessus de votre tête, c'est de l'art. De l'art naturel, certes, elle n'a pas été créée par l'homme, mais sa beauté plaît. Je rêverais encore de pouvoir déjeuner à la terrasse d'un restaurant de la place des Vosges et admirer toute cette architecture absolument fantastique, regarder chaque arbre positionné très précisément, voir le Caravage et la Joconde, voguer sur le lac de Côme, marcher le long de la muraille de Chine, aller à la Piazza del Campo à Sienne et sentir le souffle et la puissance de 10 chevaux de course passer tout près de moi. Une phrase a été dite un jour, « Hier est de l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. » C'est pourquoi il est appelé le présent. Que l'on dessine, que l'on joue hier ou que l'on joue aujourd'hui ou demain, ces œuvres tout entières auront quelque chose à apporter au monde et à chaque individu qui pourra la voir. Et me direz-vous, mais certaines œuvres sont quand même horribles. Prenons l'exemple de La Charonne, écrite par Baudelaire. Il montre la beauté de la chose la plus répugnante qu'il soit, un cadavre en putréfaction. Et il dit, je cite, « Les jambes en l'air comme une femme lubrique, brûlante et suant les poisons, ouvrait d'une façon nonchalante et cynique son ventre plat d'exhalaison. » Comment arrive-t-on à transformer quelque chose d'horrible et d'une image absolument dégoûtante en quelque chose de fantastique? Et pourquoi encore aujourd'hui, nous apprenons ça encore à l'école, au collège, au lycée? Parce que cet art plaît. Prendre des risques plaît. Mais si même son propre créateur n'aime pas son œuvre d'art, si ça ne lui plaît pas, à quoi bon? Puisque personne ne va la regarder si ça ne plaît pas. Si tout est bon, si tout plaît, dans ce cas, tout serait mis dans un musée. L'entièreté de toutes vos pièces, de chaque pièce d'œuvre dans ce monde. Mais bien évidemment, c'est impossible. L'art de la guerre, c'est quelque chose d'horrible d'appeler ça de l'art. Mais le fait est que c'en est. Être capable d'établir une stratégie très précise, de savoir comment encercler un village ou de savoir où taper pour déstabiliser son adversaire ou son ennemi, nécessite l'esprit et l'âme qui vont avec, nécessite que, alors ça ne plaira pas à tout le monde, mais les commandants, dictateurs, chefs de guerre, tous prennent du plaisir parce qu'ils doivent le faire. Et s'il n'y avait pas de plaisir dans cet art, il ne servirait pas à grand-chose. Prenons un exemple de la cuisine.
J'imagine que vous tous avez regardé Ratatouille ou bien Top Chef. La cuisine nécessite de placer chaque ingrédient à un moment précis, de placer chaque légume, viande, à un endroit précis de l'assiette, afin de faire ressortir toute l'émotion. Cette émotion est nécessaire et c'est pourquoi l'art plaît. Et si l'art plaît, il est nécessairement bon. Merci beaucoup. Cher jury, cher public, chers contradicteurs, entre deux confinements est apparu, place du Trocadéro, un clitoris géant et gonflable de 5 mètres de haut. Certains étaient amusés par cette œuvre, d'autres offusqués. Ce clitoris géant a su susciter des interrogations, de la gêne, un malaise. Mais d'autres y ont vu un sentiment de triomphe. Certains médias se sont emparés de cette affaire pour qualifier ce clitoris d'art de bas étage, pour dire qu'il faisait tache sur la place du Trocadéro. Eh bien au contraire, je ne pense pas. Cette œuvre a su éveiller chez les Parisiens, chez les passants, certains questionnements, certains sentiments, de quelque nature qu'ils soient. Et c'est là la réussite de cette œuvre d'art. Voici un contre-exemple qui montre que non, l'art ne doit pas plaire pour être bon. Il n'a pas à plaire pour être bon. Pour comprendre pourquoi, revenons sur la logique de ce sujet. L'art doit-il plaire pour être bon? Voici un critère. L'art doit-il plaire? C'est le critère du plaisir. Ce critère est-il efficace pour classer en deux parties les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres? Toutes les œuvres qui plaisent sont-elles bonnes? Les deux ensemble coïncident-ils ou non? Je vais procéder en trois parties. J'aimerais, dans un premier temps, revenir sur la définition de l'art et de l'art qui est bon, et de voir que cette définition creuse déjà un écart entre le beau, entre le plaisant et l'artistique. Ensuite, nous raisonnerons un petit peu par l'absurde et nous essaierons d'utiliser ce critère, le critère du plaisir. Nous verrons qu'il est bien trop subjectif, bien trop variable pour être pertinent. Puis finalement, j'aimerais que l'on s'aperçoive qu'il est tout de même préférable de s'abstenir de classer les œuvres dans deux cases, les bonnes et les mauvaises œuvres. Car cela est synonyme d'oppression des supposément mauvais artistes. Autrement dit, cela est synonyme de censure. Revenons d'abord sur un travail de définition. Qu'est-ce que l'art? Le philosophe Hegel s'est penché sur la question et il nous explique que c'est une extériorisation de l'esprit. C'est une concrétisation matérielle dans notre monde physique de la vie spirituelle. Créer revient donc à donner matière à une pensée, à un sentiment. L'artiste partage ce qu'il a ressenti, ce qu'il a été au moment de la création. Au final, l'artiste partage comme un petit bout de lui-même, ce qui laisse place à l'observation, mais surtout à l'émotion, à l'interrogation du spectateur. Pour alors savoir si une œuvre d'art est bonne, il faut donc se poser la question de savoir si l'œuvre atteint son objectif. Parvient-elle à susciter l'émotion chez le spectateur? Dès lors que l'œuvre amène le spectateur à s'interroger, à s'étonner, à ressentir de la mélancolie, de la joie, un malaise, de l'anxiété, voire le désespoir, l'œuvre d'art remplit son objectif, qui est de toucher le spectateur. Vous aurez remarqué, j'ai bien cité la joie, ce qui couvre la satisfaction, je l'admets, ce qui couvre le plaisir, on ne va pas jouer sur les mots. Mais seulement, le plaisir ressenti à la vue d'une œuvre d'art n'est qu'un moyen parmi tant d'autres que l'artiste peut choisir pour toucher le spectateur. Non, l'œuvre n'aboutit pas toujours à la joie. Une œuvre peut susciter la colère, la tristesse,
Et elle sera parvenue à son objectif premier. Elle sera bonne puisqu'elle aura suscité l'émotion. Maintenant, raisonnons un petit peu par l'absurde et admettons qu'on peut utiliser ce critère du plaisir. À tort, certes, mais essayons. Marchons un peu sur la tête, juste pour voir à quel point ça fait mal. Si on admet d'utiliser le critère du plaisir, se pose alors le problème de savoir à qui est censé plaire l'œuvre. Ce critère semble déjà bien trop subjectif, mais vérifions quand même. L'œuvre pourrait peut-être plaire à son auteur, ce qui pose déjà problème puisque certains auteurs, certains artistes sont parfois trop exigeants avec eux-mêmes et feront preuve d'une modestie excessive, même si elle est sincère. Et parfois, certains, au contraire, crieront au génie de manière anticipée, disons pour rester poli. Peut-être alors l'œuvre est-elle censée plaire au spectateur pris isolément. Les goûts du spectateur évoluent très vite. Une œuvre qui procure de la satisfaction aujourd'hui pourra procurer demain un grand regret. Le succès des salons de détatouage laser en fait la preuve. Peut-être est-elle censée plaire à la majorité. Même histoire. Un groupe est sujet à des phénomènes de mode et pourra rejeter aujourd'hui ce qu'elle adulera demain. On peut alors supposer qu'elle est censée plaire à une institution, comme par exemple les critiques d'art ou les beaux-arts. Eh bien, ces institutions formulent déjà a priori une idée très précise de ce qu'elles attendent. Elles ont un a priori sur le type d'œuvre qu'elles souhaitent voir se présenter à elles. Ici, l'offre précède la demande, précède la création. L'artiste est donc contraint dans son processus créatif, ce qui le mène à brouiller jusqu'à annihiler toute communication avec le spectateur. Finissons par imaginer que l'œuvre est censée plaire à l'unanimité. Alors là, ça va être compliqué. Parfois, se mettre d'accord à deux sur le film à aller voir ce soir, c'est compliqué. Alors à 8 milliards, bonne chance. On constate alors que ce critère est bien subjectif. Et d'autre part, que par définition, l'art n'a pas à plaire. J'en arrive à mon troisième point. Écartons-nous un peu de ce critère en lui-même et regardons sa fonction. Il devrait, selon mon contradicteur, servir à déterminer si l'art est bon ou mauvais. Autrement dit, c'est un outil pour classer de manière binaire les œuvres d'art dans une case ou dans l'autre. Les bonnes œuvres et les mauvaises œuvres. Les bons sentiments et les mauvais sentiments. Les bons artistes, les mauvais artistes. La bonne manière de penser et la mauvaise manière de penser. Ça sent pas bon. Non, l'art n'a pas à plaire pour être bon, car l'art est bon par nature, en tant qu'il est un outil de communication et de partage entre les individus d'une société. Et rien ne saurait subordonner ce caractère, pas même le critère du plaisir. Créer, c'est partager, et avant tout, qu'on le veuille ou non, c'est réaffirmer une liberté de penser, un droit à la parole et un droit à exister, c'est se réaffirmer en tant qu'individu. Parfois même, c'est se dresser contre une autorité arbitraire qui cherche, elle, à diviser et à limiter à tout prix la communication entre les individus d'une société. Diviser pour mieux régner, dit-on. L'art est bon par nature et quiconque cherchera à le contrôler, à décréter qu'il est bon ou mauvais, c'est lui le danger. C'est bien le régime nazi qui qualifiait d'art dégénéré toutes les œuvres qu'il souhaitait voir réduites au silence, laissant champ libre à sa propagande. Alors, dans un état de droit et à minima en démocratie, est-ce bien raisonnable d'opérer une sélection entre les bonnes et mauvaises œuvres ? L'art n'a pas à plaire pour être bon, non, car il n'y a pas même lieu
d'opérer cette sélection. Le verbe devoir, figurant dans l'intitulé, nous place sur le plan prescriptif, sur le plan de la morale. Alors, je vous pose la question, peut-on blâmer l'artiste qui cherche seulement à partager un petit bout de lui-même au motif que ce qu'il nous offre n'est pas à notre goût? Je m'y refuse. Mon contradicteur a dit une phrase qui m'est restée dans la tête et que je trouve assez particulière. L'art est bon par nature. Lorsque Picasso, ou d'autres, ont peint leurs premières œuvres, étaient-elles bons par nature? Picasso lui-même n'a-t-il pas aimé une de ses œuvres et ne l'a donc pas exposée aux yeux du monde? Vous aviez fait mention des nazis qui voulaient détruire toutes les arts qu'ils estimaient être des arts dégénérés. Mais cela signifie alors que dans le monde, une personne, aux États-Unis, en Russie, ou quelque part dans le monde, quelqu'un aimait cette œuvre, même si elle était qualifiée de dégénérée par les nazis. Cet art a plu à quelqu'un. Forcément, dans ce monde, sur plus de 8 milliards de personnes, il y a bien une personne sur Terre qui aimera cette œuvre. Lorsque vous écoutez les valses de Shostakovich, Johann Strauss et beaucoup d'autres, un sentiment vous prend. Et ce sentiment peut être de la tristesse ou de la joie. Ceci sera subjectif à chacun. Vous pouvez aimer ou ne pas aimer, mais il plaira forcément à une personne. Vous avez fait mention tout à l'heure de la définition de l'art par deux philosophes qui était l'extériorisation de l'esprit. Nous pouvons extérioriser l'esprit, mais est-ce que ce sera forcément bon? Est-ce que ça plaira forcément? Peut-être pas. On n'est pas à l'abri de se tromper, de dessiner quelque chose de mauvais. Et ce n'est pas grave d'admettre que la chose que l'on a dessinée, la pièce de théâtre que l'on a écrite, était mauvaise ou n'a pas plu. L'art culinaire, par exemple. Si je vous ramène un plat qui n'est pas bien structuré et dont le goût laisse à désirer, est-ce que cela plaira? Non. De ce fait, ce ne sera pas bon. Je me rappelle soudainement que la semaine dernière, mes sœurs jouaient dans le salon avec de la peinture et vous savez, les enfants apprécient énormément mettre de la peinture sur leurs mains et le mettre sur leurs feuilles. Bien, je crois que mes sœurs se sont trompées et ont comparé une feuille avec un mur. Bien, je vous laisse aller dire à ma mère que cet art plaît à tout le monde ou plaît à quelqu'un et donc de laisser ses mains sur le mur. L'art peut ne pas plaire et peut ne pas être bon. S'il ne plaît à personne, comment pouvons-nous dire que c'est bon? Si son but premier, de partager quelque chose, si ce partage n'est pas bon, le partage d'avoir l'envie de tuer quelqu'un, par exemple, ce n'est pas bon et ça ne plaira pas. Alors je suis navré de vous le dire, non. Non. L'art ne plaît pas à tous les coups et non, l'art n'est pas bon à tous les coups. Martin Luther King avait dit ces fameux mots « Mais il est une chose que je dois dire à mon peuple qui se tient sur le seuil brûlant qui conduit au palais de la justice. Dans le processus qui vise à obtenir notre juste place, nous ne devons pas nous rendre coupables d'actes répréhensibles. » Ces mots ont inspiré. Ces mots ont retenti dans les murs de Washington tout entier, devant des milliers de personnes. Et ces mots ont plu. Ils ont plu, ils ont retenti dans le cœur de chacun. Noir, blanc, américain, non américain. Parce que cet art a plu, cet art de parler, cet art d'exprimer son point de vue a plu. Il est de ce fait bon. Je vous remercie. Vous avez fini votre plaidoirie par... Oh, pardon. Vous avez fini votre plaidoirie par... L'art a plu car il est beau. Ou l'inverse, il est beau car il a plu.
vous ne distinguez pas ici le bon du beau. Ça fait un bon moment qu'en art, les artistes se sont émancipés de ces carcans. Ils n'ont plus à reproduire avec fidélité le réel, ce qui peut susciter un sentiment très agréable, le sentiment du beau, le plaisir, ce qui se distingue toutefois de l'art, de l'artistique. Vous avez également pris l'exemple de tableaux disparus, en expliquant qu'ils étaient magnifiques, qu'ils étaient bons. Mais toutefois, ils sont disparus. Alors s'ils ont disparu, comment peuvent-ils plaire? Comment peuvent-ils être bons dans ce cas-là? Vous tirez une balle dans le pied. Vous expliquez, à travers l'exemple d'un meurtrier artiste, que son art procure un sentiment et donc qu'il plaît. On réfléchit à l'envers. Certes, le plaisir est un sentiment. Tout ce qui plaît ne procure pas un sentiment. Enfin, je me suis mal exprimé. Tout sentiment n'est pas plaisir. On ne peut donc pas dire que dès qu'il y a un sentiment, quelque chose nous plaît. Dès qu'on ressent un sentiment devant une œuvre, celle-ci nous plaît. C'est faux. Vous expliquez aussi, à travers l'exemple du poème de Charles Baudelaire, qu'il y a une transformation. Qu'il y a une transformation du mauvais, d'un sentiment impur qu'il faut rejeter, vers un nouvel état qui est celui du bon. Et comment expliquez-vous cette transformation? Par le fait que cette œuvre plaise au moins à une seule personne. Mais là, on ne démontre pas quoi que ce soit, on ne fait que répéter un énoncé qui est faux. L'art doit plaire pour être bon, car il est bon quand il plaît. C'est très fort en symétrie. Mea culpa, je me suis mal exprimé. Non, tout art n'est pas partage. C'est une tentative de partage. L'artiste propose. L'artiste offre. Toutefois, lorsque ce qu'il offre est répugnant ou pas à notre goût, on peut refuser. Notre esprit critique, notre morale, nous permet de décliner cette offre. Ce n'est pas pour autant que cette offre est mauvaise. Merci.